Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Est-ce que au niveau du son, ça va? Vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Eh ben, c'est super. Du coup, je vais vous parler des cyberviolences et aussi de mon association féministe contre le cyberharcèlement que j'ai cofondée il y a maintenant près de 10 ans, puisque avec une grosse poignée de militantes féministes, on s'est organisé, c'était en décembre 2015, début janvier 2016, parce qu'on était vraiment révoltés par des comptes qui, à cette époque-là, construisaient leur influence sur le réseau social Twitter en faisant de la diffusion non consentie de contenu intime. Vous avez peut-être entendu parler de cette pratique plutôt sous le nom de revenge porn, mais nous, on préfère ne pas utiliser le mot revenge porn parce que ce sont les termes des agresseurs. Et sur ces contenus figuraient des jeunes filles qui étaient mineures pour la plupart, hein. La plus jeune avait 13 ans, elles venaient de banlieue, elles étaient racisées et Twitter refusait de retirer ces contenus, soi-disant pour ne pas contrevenir à la liberté d'expression. Du coup, on signalait en masse, on voyait que nos signalements ne fonctionnaient pas et on a décidé, c'était la grande époque des hashtags en 2015, on a décidé de lancer un hashtag Twitter Against Women qui a pris son essor sur Twitter et qui a permis à énormément de femmes, de jeunes filles aussi, de témoigner des cyberviolences qu'elles subissaient. Il faut voir qu'à l'époque, en 2015, vraiment, la question des cyberviolences, c'était pas une question qui était souvent abordée dans les médias. On avait plutôt tendance à voir les cyberviolences comme quelque chose qui était réservé aux adolescents, adolescentes qui se seraient mal servis du numérique, des réseaux sociaux. Et on ne voyait pas du tout ça comme un phénomène systémique qui toucherait les adultes et les femmes adultes en particulier. Ça a attiré l'attention sur la question, ça nous a permis d'avoir pas mal de retombées médiatiques sur le sujet, de finalement pouvoir parler du caractère systémique de ces violences et aussi d'être reçu par la directrice des affaires France de Twitter de l'époque. Et là, ça a été un peu ubuesque ce rendez-vous parce que vraiment, elle nous a dit en gros, mais oui, mais elles ont l'air majeures. Ces jeunes femmes sur les contenus. À l'époque, on pouvait diffuser de la pornographie sur Twitter. Et donc, les retirer, ça pourrait contrevenir à la liberté d'expression. Elle nous a vraiment dit ça. Et à un moment, on lui a dit, mais en fait, vous préférez garder en ligne des contenus pédocriminels plutôt que de les retirer. Et là, bon, elle s'est mise à bégayer un peu en disant qu'il s'intéressait beaucoup à cette question. Il travaillait avec Interpol sur la question. Elle s'est sentie quand même assez mal. Mais pour le coup, on n'a jamais plus eu d'autres relations avec Twitter après ce rendez-vous. Ça a vraiment servi à rien. Ça n'a même pas servi à faire supprimer les contenus. On a décidé qu'on allait du coup s'organiser pour soutenir les victimes, pour leur donner des conseils juridiques, pour mettre en place des guides aussi à leur destination. À l'époque, il n'y avait vraiment rien. Les seules choses qui existaient, c'était le numéro Net Écoute qui est devenu le 3018 depuis et qui s'adressait vraiment pour le coup aux jeunes, aux enfants, pas du tout aux personnes adultes. Et on s'est constitué en association, loi de 1901, en 2017. Alors depuis, on fait beaucoup de choses. On a accompagné les victimes jusqu'en 2019 et en fait, on a fini par être tellement sollicités. On était toutes bénévoles à l'époque, on n'était pas beaucoup, hein, on était entre 5 et 10 selon les moments. Et en 2019, en fait, on était vraiment beaucoup trop sollicités. On a décidé d'arrêter de faire le travail des pouvoirs publics à leur place gratuitement parce qu'on ne recevait aucune subvention. Et on était toutes au bord du burn-out. Et du coup, on a décidé de nous concentrer sur les campagnes de sensibilisation, de plaidoyer, de produire des outils. On a produit un guide qui s'appelle « Que faire en cas de cyberviolence ou de cyberharcèlement ». On a aussi produit un autre guide en partenariat avec Vox Public qui s'appelle « Nos voix, nos combats » et qui est destiné aux militants et militantes de droits humains qui sont victimes de cyberviolence. On fait aussi des travaux de recherche.
On a fait 2 grandes enquêtes, une enquête nationale en 2021 et une enquête auprès de victimologie, de victimation, pardon, auprès des victimes de cyberviolence en 2022. Et on fait énormément d'ateliers de sensibilisation, notamment à destination de publics scolaires, et des formations, notamment à destination des militants, des militantes, et puis des professionnels aussi, que ce soit de l'éducation, de la justice, de la police, des travailleurs, travailleuses sociales, etc. Et il y a fort à faire, on a beaucoup de demandes là-dessus. Pour vous parler aussi de ce qu'on a fait récemment, notamment en termes de plaidoyer, parce qu'on travaille sur les cyberviolences, mais en fait, on travaille sur les questions du numérique et des violences facilitées par la technologie au sens large. On a coordonné la rédaction d'une tribune qui s'appelle « L'intelligence artificielle telle qu'elle est développée alimente un système d'exploitation global ». Ça, c'est paru dans Le Monde en amont du sommet sur l'intelligence artificielle qui avait lieu en France en février. On a été auditionné aussi au Conseil économique, social et environnemental sur la question de la banalisation de la violence verbale, et on a contribué là récemment aussi à un rapport qui a été remis au Grevio, qui est le groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans lequel on a détaillé les nouveaux enjeux qui sont liés aux cyberviolences sexistes et sexuelles. Ça, ce sont nos actualités récentes. Alors, quand on parle des violences en ligne, on pense souvent que ce sont des violences qui vont plus toucher les jeunes, que ce sont des violences qui sont plutôt interpersonnelles. On pense aussi plutôt au cyberharcèlement, c'est peut-être la forme de cyberviolence la plus connue du grand public. Mais en fait, ces violences, elles ont de multiples facettes. Déjà, elles s'inscrivent dans un continuum. En fait, dans l'espace numérique, on va retrouver toutes les inégalités, toutes les oppressions qu'on constate dans le monde matériel. Et ces inégalités, elles vont même parfois être amplifiées par la structure même des plateformes. Notamment par les biais qui vont être liés aux jeux de données qui peuvent être utilisés, par exemple, par les systèmes d'intelligence artificielle, ou par le fonctionnement des algorithmes, notamment les algorithmes de recommandation utilisés par des plateformes comme les réseaux sociaux. Ces algorithmes de recommandation, en fait, vont recommander certains contenus plus que d'autres, et peut-être finalement exposer certaines personnes vulnérables plus que d'autres à les cyberviolences. Au départ, Internet, c'était cette idée d'un espace de débat public, démocratique, constructif. Il y avait quand même cette utopie à la création d'Internet, d'espace aussi commun numérique. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet espace, il est devenu un lieu de prédation, un lieu hostile, en particulier pour les femmes, et d'autant plus pour les femmes qui vont se trouver à l'intersection de plusieurs oppressions. Il y a eu, par exemple, une étude d'Amnesty parue en 2018 qui montre que les femmes noires ont 84 fois plus de risques que les femmes blanches de subir des violences en ligne. Donc, être une femme et juste occupée, être présente dans l'espace numérique, en fait, c'est déjà presque un acte politique, c'est déjà presque une forme de subversion. Et si, enfin voilà, ça m'est arrivé dans plusieurs événements, mais si je me retrouve dans une pièce avec des créatrices de contenu, des lycéennes, des militantes, des femmes politiques, des journalistes, des gameuses, et qu'on les lance sur le sujet des cyberviolences, bah, elles vont toutes avoir des anecdotes à raconter, des violences à énumérer, toutes. S'il y a une expérience qui est communément partagée par les femmes en ligne, c'est bien celle des cyberviolences, malheureusement. Et comme ça a longtemps été le cas pour le harcèlement de rue, qui pendant longtemps n'avait même pas de nom, cette expérience, elle est totalement normalisée, considérée presque comme un passage obligé pour pouvoir exister dans l'espace numérique. Et les conséquences de ces violences sont souvent minimisées ou mal connues. Et comme ces cyberviolences, elles s'inscrivent dans des rapports de domination, eh bien, certains groupes, les femmes, mais aussi les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes qui vont être discriminées en raison de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vont être particulièrement ciblées.
Et c'est souvent aussi pour les réduire au silence. Parce que Internet, c'est quand même un espace qui a donné la possibilité à toutes et tous de pouvoir s'exprimer sur différents sujets sans avoir à passer et de toucher une audience conséquente sans avoir à passer par le filtre des médias traditionnels, des médias, on peut dire, bourgeois. Et donc, ça a permis à des voix qui ont été longtemps ignorées par l'opinion publique de se faire entendre et de médiatiser leurs combats, de faire connaître les violences, les discriminations qu'elles subissaient. Et en fait, ces cyberviolences, elles vont souvent être instrumentalisées par les agresseurs pour pousser les internautes les plus discriminés au silence ou à l'autocensure. Et l'idée, ça va vraiment être de leur faire mesurer le coût de leur rébellion contre certains rapports de domination. Pour vous donner un exemple, bon, les cyberviolences, c'est quelque chose de très répandu. C'est 41% des Français et Françaises qui ont déjà subi au moins un acte de cyberviolence. Et si on regarde, par exemple, qui est victime de cyberviolence, qui est le plus victime de cyberviolence, on va voir que 71% des personnes racisées disent avoir été victimes d'au moins un acte de cyberviolence, 78% des personnes qui font partie d'une minorité religieuse et 85% des personnes qui se disent LGBTIQ+. Donc, on voit bien que finalement, il y a une partie de la population qui est spécifiquement visée par ces violences. Pareil, si on se penche sur qui sont les victimes de violences, on va retrouver parmi les victimes 84% de femmes. Sur les questions d'autocensure, il y a eu une étude, là les chiffres que je vous ai cités, c'est une étude de féministes contre le cyberharcèlement qui a été faite avec l'Institut Ipsos en 2021 et 2022. Il y a une étude d'Amnesty International aussi qui montre que c'est 76% des femmes victimes de violences en ligne qui ont adapté leur comportement, notamment en s'autocensurant ou en quittant une plateforme, et que près de 9 femmes sur 10 restreignent leur activité en ligne par crainte des cyberviolences. Donc, on va avoir une partie de la population, les femmes, les groupes minorés, qui vont être visés de façon disproportionnée, notamment par des cyberviolences sexistes et sexuelles, et donc par des formes de harcèlement en ligne qui vont cibler spécifiquement les personnes en raison de leur genre, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. On va avoir des menaces de violences sexuelles, du cyberharcèlement à caractère sexuel, la diffusion non consentie de contenu intime dont je parlais tout à l'heure, les deepfakes pornographiques dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, ce sont des montages crédibles réalisés par voie algorithmique, donc avec l'aide des intelligences artificielles génératives qui permettent de créer des contenus qui ont l'air réels mais qui sont faux et créés de toutes pièces. Il y a aussi la diffusion de rumeurs, le doxing, qui est la diffusion non consentie de données sensibles, notamment par exemple des adresses, des informations sur l'orientation sexuelle, et qui sont susceptibles de nuire à la personne victime de doxing. Ces formes de cyberviolence, elles ont pour objectif d'intimider, d'humilier, de nuire à la réputation des personnes visées, et la plupart du temps, dans le but de les faire taire, de les faire partir des espaces numériques, de les empêcher de s'y exprimer. Finalement, les cyberviolences sexistes et sexuelles, elles sont souvent utilisées comme un moyen de contrôle et de domination, voire de punition, pour cibler les femmes qui vont oser prendre la parole en ligne, défendre des idées contraires à celles des agresseurs. Et c'est totalement basé sur des stéréotypes de genre, une vision patriarcale de la société qui refuse de reconnaître le droit des femmes à l'autonomie, à l'expression, à la pensée critique. Souvent, ces cyberviolences vont être l'occasion d'attaquer les femmes, non pas sur leurs idées, mais sur leur physique, sur leur attitude, sur leur sexualité, ou en leur demandant de rester dans la sphère privée. Le fameux « retourne à la cuisine, me faire un sandwich » qu'on voyait beaucoup sur certains forums comme jeuxvideo.com. Finalement, les auteurs de ces violences cherchent à ravaler les femmes au rang d'objets, à les reléguer à la sphère privée,
pour les délégitimer en tant qu'individus doués, qui seraient doués de pensée de libre arbitre. Et donc, enfin, le but ultime, c'est vraiment de réduire l'agentivité des femmes, de réduire leur liberté d'expression des femmes et aussi, bien sûr, des groupes minorés. Et ces attaques, ce ne sont pas des attaques individuelles parce qu'elles se développent sur un terreau de discrimination, d'inégalité de genre. Elles vont perpétuer des normes sexistes, elles vont perpétuer des rapports de pouvoir inégaux qui existent déjà dans la société, que ça soit en ligne ou hors ligne. Alors pourquoi l'espace numérique, finalement n'est pas, cet espace, démocratique, cet espace, où tout le monde pourrait, s'exprimer, de manière démocratique? Bah, bon, déjà, il est le reflet de la société et puis le problème, c'est que, le sexisme, le racisme, le validisme, les LGBTIQ-phobies, toutes les discriminations, elles sont encodées dans l'espace numérique, dans les technologies qu'on utilise. Déjà parce que les personnes qui créent ces espaces sont en général composées de 80 à 90% d'hommes. Toutes ces technologies, elles sont développées par des hommes, le plus souvent des hommes blancs, valides, qui vont être issus de sphères sociales privilégiées. Et ces espaces ne vont être ni inclusifs ni adaptés à des utilisations par des internautes vulnérables. Ils ne vont pas être pensés pour certaines catégories de la population. Et c'est un peu, finalement, on retrouve ça un peu partout, hein, dans le monde médical, dans l'urbanisme, dans des équipements qui finalement sont faits aux mesures des hommes, par exemple, plus qu'aux mesures des femmes. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver dans Internet. Ce qui est drôle, c'est qu'au départ, finalement, l'informatique était plutôt un métier de femme et c'est seulement, disons, des années 50 aux années 80, c'était plutôt un métier de femme et c'est seulement quand c'est devenu un métier un peu plus valorisé avec l'arrivée du micro-ordinateur que les hommes se sont rués dans ces filières et que finalement le milieu de l'informatique est devenu un milieu très masculin, de tech bros, comme on dit. Par ailleurs, les plateformes de réseaux sociaux, les plateformes numériques qui sont les plus fréquentées sont souvent dirigées par des hommes qui ont tendance d'ailleurs à brandir à tout va la liberté d'expression pour justifier le fait de laisser en ligne des discours de haine sexistes, racistes, des appels au viol, au meurtre. À ce stade, on pourrait même parler de liberté d'oppression plutôt que de liberté d'expression. Si je prends l'exemple de Twitter, bon, devenu X depuis, mais il a fallu attendre 2013, soit 7 ans après la création du réseau social, pour qu'une fonctionnalité permette de signaler en fait les contenus toxiques, violents, les discours de haine. Avant, on ne pouvait rien signaler en fait sur Twitter, donc tout restait en ligne et personne n'avait pensé que ça pourrait être détourné ainsi. Pour vous donner un autre exemple d'une technologie qui a été mal pensée, par exemple, il y a tous ces mini traceurs GPS comme l'AirTag d'Apple, qui finalement ont été développés par des ingénieurs sans qu'ils se disent « Ah, mais peut-être qu'en fait, des hommes violents vont les utiliser pour les glisser dans un sac, dans une poussette de leur ex-conjointe ou de leur conjointe pour pouvoir la surveiller tous ses faits et gestes. » Et donc, il faut attendre que les violences se produisent pour que les ingénieurs se disent « Ah, bah, peut-être qu'il y a un problème, il faudrait faire quelque chose. » Mais tout ça n'est jamais pensé en amont. Alors que finalement, on le sait, hein, les auteurs de violence, malheureusement, ils sont assez créatifs et ingénieux quand il s'agit d'exercer des violences et ils vont détourner toutes les technologies existantes. Pour vous donner des exemples, par exemple, tout ce qui est domotique, tout ce qui est objets connectés, maisons connectées, eh bien, il y a des agresseurs qui utilisent ça pour, par exemple, faire croire à des femmes qu'elles deviennent folles, leur faire croire que la maison est hantée, par exemple, ou alors ils mettent des caméras partout pour les filmer en permanence. Bref, en fait, toutes ces technologies, elles peuvent être malheureusement facilement détournées.
Par ailleurs, ces plateformes, elles vont aussi amplifier, ces discriminations, ces violences, ces biais de genre, parce qu'elles sont construites avant tout pour générer du profit. Elles sont construites dans une optique de prédation et ce qui est important pour cette économie de prédation, pour pouvoir constituer des jeux de données intéressants qui vont pouvoir prédire les comportements des utilisateurs et qui vont eh bien, pouvoir être revendus pour pouvoir présenter des publicités aux utilisateurs, eh bien, il va falloir garder les internautes le plus longtemps possible sur des contenus. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et pour cette économie de l'attention, finalement, les plateformes, elles vont mettre en avant, via leurs algorithmes de recommandation, des contenus toujours plus violents, toujours plus extrêmes, toujours plus polarisants et clivants, parce que ça va attirer l'attention des internautes, ça va générer de l'engagement, ça va générer des commentaires, ça va générer des repartages, ça va générer des vues. Et ces contenus ne sont pas, enfin, ce ne sont pas en fait que des mots, ce ne sont pas que des contenus. Ces contenus, ils vont avoir une influence réelle dans la société. Hein. On le voit, il y a Amnesty International qui a publié plusieurs rapports sur la manière dont Meta a encouragé la commission de massacres, de crimes de haine, notamment contre des minorités persécutées, par exemple les Rohingyas ou les Tigréens et Tigréennes en Éthiopie. Donc, ce fonctionnement des plateformes a vraiment des effets extrêmement délétères et va finalement exposer tout un pan de la population à de nombreuses cyberviolences, à de nombreux discours de haine et faire des plateformes de réseaux sociaux des espaces malheureusement de plus en plus toxiques. Et ça, on l'observe quand même aussi depuis 10 ans, à quel point finalement ces plateformes, au lieu qu'il y ait d'entrevoir une forme d'amélioration, finalement, là, on est dans une espèce de recul où ça devient toujours plus toxique. Et on va d'ailleurs continuer à en parler. Il y a aussi les problèmes de modération qui sont liés à la modération. Finalement, avec l'économie de l'attention, avec l'idée de pouvoir garder les gens le plus possible en ligne sur les contenus, les plateformes, elles ont peu d'intérêt à modérer. Donc la modération, elle est souvent inopérante, elle est souvent inadaptée. En plus, ça coûte cher. Donc du coup, les plateformes n'ont pas très envie d'investir là-dedans parce que ça leur rapporte pas d'argent. Et il y avait eu un testing qui avait été réalisé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2017. Moi, j'y avais participé et l'idée, c'était vraiment de signaler tous les contenus sexistes les plus violents qu'on trouvait en ligne. Vraiment, c'était des appels au viol, c'était des choses extrêmement violentes, des incitations à la haine. Et 92% des contenus à caractère sexiste et haineux n'ont pas été supprimés par les plateformes. Donc, la grande majorité de ces contenus. Alors, aujourd'hui, on a le Digital Services Act qui est rentré en vigueur. Et c'est le règlement européen sur les services numériques. Ce règlement européen sur les services numériques, il demande aux plateformes plus de transparence sur notamment des rapports sur la modération. Et il veut lutter contre ce qu'on appelle les risques systémiques. Donc, tous les risques que les plateformes font courir à leurs utilisateurs. Et ce qui est intéressant avec ce règlement, c'est que les plateformes pourraient être soumises à des amendes qui sont énormes. Hein. C'est jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc ça les embête quand même un peu. Et on peut imaginer qu'il y ait peut-être des sanctions. On ne sait pas trop comment ça va être mis en œuvre. Aujourd'hui, en France, c'est l'Arcom qui va s'occuper de faire des enquêtes et de faire remonter les signalements à la Commission européenne. On va voir ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, on est vraiment au début. On a déjà les rapports de transparence qui nous donnent des informations utiles sur les questions de modération. Pour vous donner un chiffre, sur Meta, par exemple, on a une personne à la modération qui est francophone pour 250 000 internautes francophones. Donc, on voit qu'avec ce ratio-là, la modération, ça
ça peut pas fonctionner, en fait. Et on comprend pourquoi, eh bien, la plupart des signalements, soit on n'a pas de réponse, soit, c'est automatisé et la réponse, c'est n'importe quoi. Par ailleurs, la modération, des contenus, elle se fait aussi, hein, elle est aussi faite par des personnes, surtout la modération des films, des images, elle va souvent être faite par, l'exploitation de travailleurs et travailleuses qui sont le plus souvent basés dans des pays du Sud global, qui sont exposés de façon continue à des contenus extrêmement violents, extrêmement traumatisants, avec des objectifs chiffrés très durs qui les obligent à prendre des décisions en quelques secondes, alors que parfois ils ne parlent pas forcément la langue ou n'ont pas les mêmes références culturelles que les internautes dont ils modèrent les contenus. Et donc là encore, on est sur eh bien, de l'exploitation et une modération qui ne peut pas être efficiente. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du shadow ban, qui est une forme de censure assez occulte sur lesquelles les plateformes ne communiquent pas, ou en tout cas disent que ça n'existe pas, mais qui est qu'on va voir ces comptes soit déréférencés, soit démonétisés, soit qui vont avoir tout d'un coup moins de portée parce qu'on a utilisé certains mots, parce qu'on a parlé de certaines choses. Et là, on voit que quand même, la liberté d'expression sur les plateformes, elle est vraiment à géométrie variable. Euh, en tout cas, dans les milieux militants, dans les milieux féministes, on voit régulièrement que tous les contenus sur les violences sexuelles, sur la santé sexuelle, ils vont souvent être déréférencés, démonétisés. On a aussi beaucoup vu tous les contenus de soutien sur la Palestine, de dénonciation des actions d'Israël qui sont presque automatiquement censurés sur les plateformes. Mais les appels au viol, apparemment, ça, il n'y a pas de problème. Ça passe. Donc, on peut se demander quel est le projet politique aussi derrière ces choix de censure, derrière cette liberté d'expression à géométrie variable. Par ailleurs, il y a quand même eu un gros changement là en janvier, notamment avec l'investiture de Trump aux États-Unis, où les nouvelles politiques de modération des plateformes vont se mettre en fait à se refonder sous couvert de garantir la liberté d'expression, mais qui en fait vont normaliser de plus en plus la désinformation, la haine anti-LGBTIQ+, et par exemple dans les nouveaux standards, le nouveau règlement de Meta, on peut lire « Nous autorisons les allégations de maladie mentale ou d'anormalité lorsqu'elles sont fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle, compte tenu du discours politique et religieux sur le transgendérisme et l'homosexualité. » Donc là, on est vraiment sur des reculs. Par ailleurs, Meta a mis fin à tout ce qui était fact-checking aussi sur les plateformes. Finalement, on est sur un vrai recul de la modération de ces plateformes au nom de la liberté d'expression et encore une fois, peut-être en fait de la liberté d'expression des dominants. Et on pense notamment à quelqu'un comme Elon Musk qui a décidé de supprimer la fonction bloquer parce qu'il ne voulait pas qu'on le bloque. Donc, qui en fait fait les règles en fonction de ce que lui veut et pas du tout en fonction des besoins des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme X. Alors, la domination, souvent, ça n'est pas un acte de coercition directe. C'est un processus quotidien qui va être fait de petites exclusions, de petites disqualifications, qui vont finir par bannir durablement certains groupes d'espaces de pouvoir. Et on voit que les plateformes numériques sont vraiment devenues des champs de bataille où il va y avoir une lutte en fait pour cette domination symbolique. On l'a vu, les algorithmes des plateformes ne sont pas neutres. Il y a de nombreux travaux de recherche qui ont montré qu'ils vont favoriser la visibilité des contenus les plus clivants, les plus extrêmes, et notamment des contenus réactionnaires, d'extrême droite, racistes, sexistes, masculinistes. Et les plateformes, parce qu'elles ont bâti en fait un modèle économique qui profite de cette polarisation, amplifie tous ces contenus. Elles relèguent dans les marges les voix les plus émancipatrices, les plus progressistes.
Et les algorithmes de recommandation jouent un rôle dans la propagation des discours haineux, des discours réactionnaires, des discours racistes, des discours d'extrême droite. Et on voit que malheureusement, ça marche. La technologie, en soi, elle est ni bonne ni mauvaise, mais par contre, elle va toujours servir les intérêts de celles et ceux qui les développent. Et les technologies numériques, telles qu'elles sont développées aujourd'hui, elles alimentent un système d'exploitation global qui n'a pas uniquement pour but de renforcer les inégalités de genre, parce que c'est à penser de manière très intersectionnelle. Ce système, il se fonde sur des dynamiques de domination qui sont multiples et qui vont venir impacter tous les aspects de notre vie. Et les cyberviolences, elles sont de plus en plus utilisées comme des armes au service des groupes dominants, des groupes conservateurs, pour silencier, pour chasser les militants et militantes qui tentent de renverser les normes établies, de dénoncer les inégalités, les discriminations dont ils et elles sont victimes. Et si, comme je disais tout à l'heure, il suffit d'être une femme pour subir des cyberviolences à caractère sexiste, ces violences, elles vont frapper de manière encore plus intense les femmes qui militent pour les droits humains, qui expriment leurs opinions politiques, car l'enjeu, c'est de les faire taire, de mieux les évincer du débat public. Et on voit bien qu'il y a énormément de femmes politiques, par exemple, ou des militantes qui vont tout d'un coup fermer leur compte, leur réseau, abandonner la politique parce que c'est pas possible en fait, parce que ça devient trop violent. Donc c'est bien la preuve que cette volonté finalement d'exclure certaines personnes d'espaces de pouvoir, ça fonctionne. Et puis les cyberviolences, c'est pas que des violences numériques, c'est-à-dire qu'elles vont avoir souvent des conséquences dans la vie matérielle. Dans 72% des cas, les violences en ligne, elles se poursuivent dans le monde tangible. Et pour une femme sur 5, elles vont se poursuivre par des violences physiques ou sexuelles. Donc, il y a vraiment aussi, d'ailleurs, on le voit quand l'extrême droite va faire du doxing, va diffuser sur des groupes Telegram ou sur des sites internet l'adresse de certains juges, avocates, de certains ou certaines militantes avec des appels à la haine. Eh bien, il y a des risques réels de violence physique, voire pire, quand ça arrive. Et par ailleurs, ces violences, elles ont aussi de nombreuses conséquences sur la vie et la santé des personnes victimes. C'est une victime de cyberviolence sur 7 qui a tenté de se suicider suite aux violences, c'est énorme. Une victime de cyberharcèlement sur 3 présente tous les symptômes du stress post-traumatique. Il y a vraiment des lourdes conséquences sur la santé, aussi sur la vie, la perte du travail, la perte d'un emploi, le fait de ne pas pouvoir continuer ses études ou de rater ses études. Et puis, il y a parfois vraiment le fait d'intimider pour pousser les personnes à abandonner finalement leur emploi ou un espace sur lequel ces personnes pouvaient avoir une audience. On avait vu, par exemple, tous les chercheurs et chercheuses qui travaillaient sur les questions de changement climatique qui avaient quitté Twitter en masse parce que le cyberharcèlement n'arrivait plus à encaisser le cyberharcèlement qu'ils subissaient là-bas. On voit bien, du coup, que ces cyberviolences, on ne peut pas les réduire à des violences interpersonnelles, qu'elles s'inscrivent véritablement dans une logique de domination politique et qu'elles s'inscrivent par là même au cœur d'une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à maintenir, voire à renforcer les structures de pouvoir existantes, tout en réduisant au silence, en intimidant celles et ceux qui défendent des idéaux de justice sociale, d'égalité, d'inclusion. Et c'est vrai qu'il y a cette banalisation des cyberviolences, de dire que finalement, c'est des violences entre adolescents et adolescentes qui ne savent pas trop se servir d'Internet, que ce sont des trolls. En fait, ça a tendance à escamoter
la manière dont elles sont véritablement des armes au service d'un projet politique, d'un projet de société qui est profondément inégalitaire et au sein duquel les classes dominantes pourraient naturaliser leurs privilèges et n'auraient plus à craindre que des opposants politiques leur demandent de rendre des comptes. Et on voit bien que cette bataille des idées, elle se joue aujourd'hui en grande partie au sein de l'espace numérique, puisque aujourd'hui, le numérique, il est partout. Hein, on l'utilise pour s'informer, pour travailler, pour à peu près tout. Et le problème, c'est que l'extrême droite a beaucoup d'avance sur nous. Qu'elle a compris très tôt à quel point Internet, les réseaux sociaux étaient un espace privilégié pour mener une bataille culturelle et idéologique. Cet activisme-là, il a même un nom, hein, et ça s'appelle le gramscisme technologique, qui fait référence aux idées du théoricien marxiste Antonio Gramsci, pour qui on ne peut pas remporter la victoire politique si on n'a pas, au départ, largement imposé ses idées dans l'opinion. Et lorsqu'on veut gagner cette guerre culturelle, cette bataille des idées, il peut être très utile d'imposer ses idées tout en réduisant ses opposants, ses opposantes au silence. Et dans ce contexte, les cyberviolences, c'est devenu des remarquables outils d'influence pour imposer cette idéologie, pour pousser les adversaires à l'autocensure, pour remporter cette bataille des idées, au point qu'on voit même des agences d'influence qui vont mettre à disposition des plateformes, des bots, ces robots qu'on peut programmer par exemple pour tweeter, qui vont permettre de mener des campagnes de cyberharcèlement automatisées afin de réduire d'éventuels opposants au silence. Ces campagnes, elles peuvent être organisées pour viser des personnalités publiques, des activistes, mais aussi des organisations, des médias, voire même des États, dans des cas d'ingérence étrangère. La généralisation de l'intelligence artificielle rend encore plus facile, finalement, ce cyberharcèlement de masse par le biais de bots ou la création de fake news pour pouvoir diffamer ou mettre en danger des personnes. Il y a aussi les deepfakes. Finalement, les outils aux mains de ces armées numériques sont de plus en plus précis, de plus en plus puissants et de plus en plus vastes pour désinformer et pour accroître une influence sur la population. Et finalement, on voit bien, surtout en plus là avec ce qui se passe depuis l'investiture de Trump, qu'en utilisant les médias sociaux, les plateformes en ligne, les algorithmes, les acteurs politiques vont pouvoir façonner les discours, contrôler les récits, influencer les perceptions du public et par là même exclure certains groupes de la production du savoir, des lieux de pouvoir, en les intimidant, en les réduisant au silence, en s'assurant de les priver le plus possible de leur agentivité. Alors, il y a plein d'études qui montrent comment les mobilisations de ces groupes peuvent menacer les droits des personnes. Notamment, il y a eu dernièrement des études qui ont montré comment les mouvements anti-avortement, les groupes masculinistes qui menacent les droits des femmes et des personnes LGBTIQ+, se faisaient en ligne. On voit qu'une association comme le planning familial est régulièrement visée par des attaques coordonnées d'ampleur. Et voilà, il y a des publications qui vont susciter des déferlements de haine avec des appels à couper les subventions à l'association, remettre en question la légitimité de l'association, la volonté de nuire, de mettre en difficulté est réelle. Ça, on le voit aussi sur beaucoup d'organisations qui travaillent sur la défense des droits des personnes exilées. La CIMAD, la NAFE et plein d'autres organisations sont régulièrement touchées par des vagues très
très dures et violentes de cyberharcèlement, des organisations de lutte contre l'islamophobie aussi vont être régulièrement visées par ces offensives. Et l'idée, c'est vraiment de discréditer des mouvements entiers, mais aussi d'obliger finalement les organisations et les militants, militantes à être toujours dans la réaction. À, finalement, l'idée, c'est de saturer l'espace public, de saturer le débat public avec ce type de discours haineux, avec ces cyberviolences, avec des fake news, pour détourner l'attention des véritables enjeux, pour fragiliser les réseaux de solidarité qui se construisent autour de causes émancipatrices, et puis vraiment pour épuiser les militants et militantes. Et les plateformes sont totalement complices. Il y a finalement, disons que les plateformes aujourd'hui, elles finalement, elles sont tellement prêtes à tout pour pouvoir garantir leur logique de prédation des données personnelles pour générer du profit, qu'elles vont finalement s'allier, enfin elles s'allient, et là on le voit clairement, que ce soit avec les saluts nazis de Musk ou le fait qu'il y ait eu tous les représentants des plateformes aux côtés de Trump à son investiture, elles s'allient avec l'extrême droite. On voit qu'il y a véritablement une alliance entre le secteur technologique et l'extrême droite, et qu'il y a cette stratégie pour maintenir à tout prix la logique prédatrice, parce que l'idée, c'est que la régulation, notamment voulue par l'Europe avec les règlements européens, que ce soit sur les services numériques, sur l'intelligence artificielle, menace en fait les profits de ces plateformes. Et donc, les dirigeants de ces plateformes sont prêts à s'allier avec Trump pour pouvoir garantir le fait de continuer à prédater les données personnelles des personnes. Et là, on est en plus sur une concentration de pouvoir qui devient vraiment très préoccupante, parce que la faculté de sélectionner les contenus que les internautes voient, c'est un pouvoir d'influence phénoménal. Mais en plus de ça, ces plateformes, elles disposent d'informations qui sont extrêmement précises sur les populations, sur leurs comportements. On peut prédire vos comportements, on connaît vos opinions, la topographie des lieux, des villes, et même de lieux peut-être classés secret défense. On peut savoir ce que vous faites, vous suivre à la trace par reconnaissance faciale. Bref, là on arrive sur une concentration de pouvoir qui clairement, qui doit nous faire peur. Et donc, il est vraiment capital de pouvoir faire front, déjà, de savoir en fait où on met les pieds quand on va sur ces réseaux sociaux, à quoi on participe et ce que ça nous coûte quelque part. Savoir aussi que chaque contenu, chaque chose qu'on poste, génère du profit pour ces plateformes. Que quand on est sur Meta et qu'on publie et qu'on scrolle, en fait, on génère du profit pour Mark Zuckerberg. Et que quand on va sur X, on génère du profit pour Elon Musk. Et donc, il faut réussir à élaborer des stratégies de résistance, notamment à cette concentration des pouvoirs, à vraiment repolitiser la question des cyberviolences, parce que je crois qu'il y a une volonté de dépolitiser ces questions et qu'on le voit dans la manière dont c'est traité, notamment aussi par les pouvoirs publics, qui ont souvent tendance à dire oui, les cyberviolences, c'est la faute de l'anonymat. Bon, l'anonymat n'existe pas vraiment sur Internet. Et puis, c'est aussi le pseudonymat, ça peut aussi totalement protéger en fait des personnes vulnérables de subir des cyberviolences. Donc, il y a vraiment l'idée de pointer cette responsabilité des plateformes et de voir que cette lutte contre les cyberviolences, elle ne peut pas se réduire à une simple question judiciaire. Porter plainte, ça va pas résoudre grand-chose, surtout en ce moment parce que c'est moins de 3% des actes de cyberviolence qui font l'objet de poursuites judiciaires aujourd'hui.
Et donc, il faut lutter ensemble et notamment lutter à la construction d'alternatives, en fait, à ces espaces de prédation, de violence que sont devenus les plateformes et les réseaux sociaux. Et aussi, pas que les plateformes d'ailleurs, on peut parler de la plupart des nouvelles technologies numériques qui sont en train de se développer. Et je pense que c'est vraiment voilà, très important d'inclure ces questions dans les luttes sociales parce que ça devient extrêmement préoccupant et, voilà, il faut lutter aussi contre cette concentration de pouvoir. Alors, j'ai pas vraiment pu regarder quelles étaient toutes les questions dans le chat. Je peux les synthétiser si besoin. Il y en a deux pour l'instant. La première, c'est quels sont les principaux cyberharceleurs? Alors, si on regarde un peu les profils des cyberharceleurs, en général, c'est des hommes. C'est des personnes qui ont beaucoup de comptes, souvent sur les réseaux sociaux, qui fréquentent aussi souvent des réseaux considérés comme plus violents, on va dire, comme X, des plateformes qui sont liées aux jeux vidéo. Après, il n'y a pas vraiment, de profil type, malheureusement. C'est un peu comme les auteurs de violences sexistes et sexuelles en général, hein, on va en trouver dans toutes les couches de la société. C'est intéressant de voir que, par exemple, il y a des études qui montrent, je vous parlais de l'anonymat tout à l'heure, mais qui montrent qu'au contraire, le fait d'être présent sur les plateformes de réseaux sociaux sous son vrai nom peut encourager à la commission de cyberviolence parce que ça va être un moyen, quelque part, de faire partie, de montrer qu'on fait partie d'un groupe, de trouver des boucs émissaires pour faire corps avec d'autres personnes qui partagent la même idéologie que nous. Et ça va aussi souvent permettre d'accroître sa notoriété. Je vous parlais de comptes influents, enfin, qui construisaient leur influence sur Twitter en faisant de la diffusion non consentie de contenu intime, pédocriminel en plus. Eh bien, ça marchait vraiment. C'est-à-dire que ces personnes, du coup, avaient énormément d'abonnés, énormément de followers, et donc probablement généraient des revenus via ces cyberviolences. Autre question d'ailleurs, est-ce que les responsables des plateformes sont sanctionnés parfois? Alors, pour l'instant, dans le cadre des règlements européens, il n'y a pas eu encore de sanctions pour l'instant, mais ils sont entrés en vigueur vraiment il y a pas très longtemps, hein. C'était en 2024 pour le Digital Services Act. Et après, eh bien, il y a des contentieux aussi qui se préparent, notamment sur les questions de santé mentale liées à la santé mentale des jeunes et au design addictif des plateformes comme TikTok ou Instagram. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je sais que là, très récemment, il y a une utilisatrice de Meta qui a obtenu un jugement qui empêche Meta d'utiliser ses données personnelles. Voilà, mais sinon, ça ne va pas très loin, en fait. Troisième question, merci beaucoup d'ailleurs. Comment différencier les systèmes de trolls qui sont parfois carrément des business et d'autre part le cyberharcèlement à proprement parler? Et est-ce qu'il y a des ponts entre les deux, entre les trolls d'un côté et le cyberharcèlement tel qu'il a pu être décrit ici? Alors, je serais intéressée de savoir qu'est-ce qu'on appelle un système de trolls, comme les fermatrolls, par exemple, quelque chose qui est de l'ordre, finalement, on va créer des bots ou demander à des mercenaires de poster en permanence sur un sujet pour faire, par exemple, de l'astroturfing. Alors, l'astroturfing, c'est des tentatives, on va dire, de déstabilisation où on fait croire qu'il y a un mouvement issu d'une base sociale sur une question. Par exemple, je ne sais pas, je cherche un exemple, mais je trouve pas. Mais en fait, plein de personnes qui se mettent à tout d'un coup faire des posts sur une question de société. Et en fait, c'est orchestré, ce sont des bots, donc des comptes automatisés ou des personnes qui sont payées pour faire ça. Et ça, c'est beaucoup utilisé, notamment dans le cas d'ingérence étrangère. Mais on voit bien, par exemple, si je prends l'exemple du procès Amber Heard, Johnny Depp,
Il y a vraiment eu là, pour le coup, des fermatrolls qui ont été utilisés, hein. Je ne sais plus, il y a eu une étude qui montrait que en fait, la plupart des comptes qui tweetaient contre Amber Heard, qui la diffamaient, étaient des bots. Et donc tout ça a été plus ou moins orchestré dans une campagne d'influence. Et donc en fait, c'est très poreux. Pareil, il y a Mediapart qui avait sorti cette affaire aussi d'une agence d'influence qui avait été payée par le PSG pour cyberharceler, notamment le supporter qui avait été giflé par Neymar et aussi une jeune femme qui accusait Neymar de viol pour les faire taire. Mais donc du coup, c'était du cyberharcèlement, c'était juste orchestré à grande échelle, à grande ampleur, quoi. Merci. Et deux questions de Mehdi encore. Y a-t-il des différences de méthode d'harcèlement d'une plateforme à l'autre déjà? Et seconde question, est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle va avoir un impact sur le harcèlement? Merci. Merci. Alors oui, il peut y avoir des différences, notamment parce qu'il y a des plateformes, on peut parler des réseaux sociaux, mais il y a toutes sortes de plateformes sur lesquelles il y a des cyberviolences. On voit qu'il y a plein de femmes qui subissent malheureusement des cyberviolences, genre sur une plateforme comme Vinted, moi ça m'est déjà arrivé d'être cyberharcelée alors que je jouais au Scrabble, d'être harcelée sexuellement sur le chat du Scrabble ou de chess.com. Donc ça dépend un peu des plateformes. Il y a des plateformes où on peut envoyer des photos, des plateformes où on ne peut pas envoyer de contenu. En général, les auteurs de violences s'adaptent aux plateformes. Ils trouvent toujours un moyen. Même quand c'est très difficile, même quand ils sont bloqués de partout. Pour vous raconter une anecdote, c'est un partenaire violent qui avait été bloqué par son ex-compagne sur tous les réseaux sociaux, sur téléphone, partout. Donc, il ne pouvait plus lui envoyer de messages. Il s'est mis à lui faire des virements bancaires de 1 euro pour pouvoir l'insulter en intitulé du virement. Donc, toujours, les personnes vont trouver un moyen. Après, l'intelligence artificielle a tendance à permettre encore des formes de cyberharcèlement encore plus puissantes, notamment avec les deepfakes, que ce soit les deepfakes vocaux. On peut carrément se faire usurper l'identité d'une personne pour lui nuire très facilement. Les deepfakes pornographiques qui visent des femmes dans 99% des cas. Et donc, on est déjà. La question, c'est pas est-ce que l'intelligence artificielle va amplifier les cyberviolences. En fait, c'est déjà, depuis 2023, c'est déjà le cas. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut encore finalement essayer de construire des garde-fous, de faire en sorte que ça soit pas pire que ça ne l'est déjà. Parce que ce sont des questions auxquelles les concepteurs de ces technologies n'ont pas réfléchi en fait au moment où ils et elles ont conçu ces technologies. Enfin, ils surtout.